C'est une patiente qui est de 21 ans, étudiante, qui est célibataire, qui n'a pas d'antécédents personnels ni médicaux, ni chirurgicaux, ni toxiques, mais elle a un antécédent familial, un grand-père qui est décédé par un cancer de prostate. Elle consulte pour un syndrome anémique avec des diarrhées chroniques depuis plus de 3 mois. Donc je laisse, quelques secondes pour que vous voyez bien le cas. Donc 21 ans, sans antécédent personnel, un antécédent familial et elle consulte pour un syndrome anémique avec des diarrhées chroniques depuis plus de 3 mois. Alors, ma première question, quels sont les 3 éléments que vous voulez connaître à l'interrogatoire et qui vont vous permettre d'avancer dans votre raisonnement? Ben, j'espère que le cas clinique sera interactif, donc vous pouvez participer, vous pouvez, dire ce que vous voulez, il y a pas de contrainte. Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Ah donc d'accord. Je ne vois pas les réponses. Alors, notion d'altération de l'état général, aspect des selles. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc la question est: quelles sont 3 questions que vous allez poser qui vont vous permettre d'avancer dans votre raisonnement clinique? Donc malheureusement, je ne vois pas vos réponses, donc là, je vais directement, dire ce qu'il y a à voir. Donc il faut penser aux antécédents gynécologiques. Pourquoi? C'est une femme, elle a un syndrome anémique. On a bien parlé des antécédents personnels médicaux, on a bien parlé des antécédents chirurgicaux, toxiques, familiaux, mais on n'a pas parlé des antécédents gynécologiques. Deuxième chose, les caractéristiques de diarrhée. Comment sont les diarrhées? Et les signes associés, il faut toujours connaître quels sont les signes associés. Comme vous avez bien dit, notion d'altération de l'état général, oui, donc ça rentre dans ce qui est généraux. Ce qui est digestif, il faut aussi demander ce qui est extra-digestif. Alors on avance. Donc, et comme réflexe, un syndrome anémique. Chez une femme, il faut toujours penser en premier aux étiologies gynécologiques. Chez l'homme, il faut penser aux étiologies digestives en premier. Je passe. Donc la malade vous dit qu'elle a un cycle régulier, pas de ménométrorragie. Les diarrhées sont molles, collantes aux toilettes, non sanglantes, non glaireuses, non aqueuses, avec une odeur fétide. Elle rapporte une notion d'aphthose buccale récidivante avec une conservation de l'état général. Alors,
Je vais essayer de rentrer pour voir vos réponses. Je vais poser la question. Je vais essayer de rentrer par mon téléphone pour voir vos réponses. Comme ça, c'est plus interactif. Donc, je continue. Alors, quel est le type des diarrhées qui sont décrites? Alors, quel est le type de ces diarrhées? Malabsorption. Qui est pour, qui est contre? Donc, effectivement, ce sont des diarrhées de malabsorption. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher dans notre examen clinique? On a des diarrhées de malabsorption, on a un syndrome anémique, on a des diarrhées qui sont chroniques. Qu'est-ce que vous allez chercher dans votre examen clinique? Des signes de déshydratation. Très bien. Quoi d'autre? Une sensibilité abdominale. Des signes cutanés, très bien. Arthrose génitale, oui. Alors, l'examen clinique, on va raisonner selon 3 tiroirs. Comme on a bien dit, les signes associés de 3 tiroirs, donc l'examen clinique aussi 3 tiroirs. Nous avons un examen qui est général, c'est là où on va chercher tout ce qui est retentissement des diarrhées, tout ce qui est retentissement aussi du syndrome anémique. Vous avez oublié le syndrome anémique. Et on va passer à un examen abdominal et un examen des autres appareils. Alors, je vais vous citer que tout ce qui est anormal. Donc là, c'est l'examen clinique qui a été fait. Donc, on trouve une patiente qui est consciente, pnique, normotendue, mais qui est légèrement tachycarde, à 98 battements par minute. Elle a une pâleur cutanéo-muqueuse, donc des conjonctifs qui sont pâles, un IMC qui est correct, les mollets sont souples, il n'y a pas d'œdème des membres inférieurs. Alors, l'examen abdominal, nous avons tout qui est normal, à part une légère sensibilité épigastrique. Donc, à l'inspection, tout est normal. La palpation, il y a une légère sensibilité épigastrique. À la percussion, l'auscultation, c'est normal. L'examen procto, aussi normal. L'examen des orifices herniaires libres, l'examen des organes ganglionnaires libres et le reste des examens. Donc là, je fais par des autres examens. Tous étaient normaux. Il n'y a pas d'aphthose génitale, il n'y a pas d'érythème noueux. Donc, en conclusion, c'est une patiente qui est âgée de 21 ans, qui n'a pas d'antécédent personnel notable, qui a comme antécédent familial un grand-père qui est décédé par un cancer de prostate, qui consulte pour un syndrome anémique avec des diarrhées chroniques de malabsorption et chez qui l'examen clinique trouve une patiente qui est pâle, qui est tachycarde, avec à l'examen abdominal une légère sensibilité épigastrique. Alors, quels sont vos diagnostics à évoquer? Déjà, clinique. Les diagnostics selon la clinique. À quoi vous fait penser? Une maladie cœliaque, bien. Qui dit mieux?
Alors, quels sont vos diagnostics à évoquer? Une maladie de Biermer, très bien. Je reviens à la maladie de Biermer. Vous avez dit une maladie de Biermer. Donc, la maladie de Biermer ou l'anémie de Biermer, elle se caractérise principalement par 3 signes. Nous avons les signes du syndrome anémique, nous avons les signes digestifs, surtout épigastrie, et les signes neurologiques. Là, les signes digestifs, c'est surtout tout ce qui est épigastralgie. Donc, la diarrhée, on ne la voit pas très bien, la maladie de Biermer. Mais donc, on peut la considérer vu le syndrome anémique. Donc, on ne sait pas si c'est un syndrome anémique, une anémie macrocytaire ou par carence de vitamine B12. Une Mickey, VIH, infection latente, B7. Ça peut être un syndrome de l'intestin irritable. Alors, un syndrome d'intestin irritable, c'est un diagnostic d'élimination. Quand vous trouvez, tout est normal. Là, on a des signes un peu flagrants. On a une diarrhée de malabsorption. On a un syndrome qui est là, un syndrome anémique qui est parlant, avec une pâleur cutanée muqueuse, une tachycardie, avec un retentissement. Donc, un syndrome d'intestin irritable reste un diagnostic d'élimination. Alors, les principaux diagnostics qui sont évoqués, c'est surtout la maladie cœliaque, la maladie de Biermer, Mickey, VIH, B7 et syndrome d'intestin irritable. Je passe. Alors là, je vais vous présenter rapidement les principales causes de diarrhée avec syndrome de malabsorption. Quand vous avez un patient qui a une diarrhée avec un syndrome de malabsorption, il faut penser à 3 tiroirs. Normalement, l'absorption normale, elle nécessite l'entérocyte, tout ce qui est pré-entérocytaire, c'est-à-dire la bile, le suc pancréatique, et tout ce qui est post-entérocytaire, c'est-à-dire le sang, la lymphe. Parce que quand vous digérez des éléments, normalement, ça passe dans l'intestin, le duodénum. Quand ça arrive au duodénum, la bile est déversée, donc ce qui permet une absorption des vitamines A, D, E, K. Et le sucre pancréatique permet aussi de faire une absorption par tout ce qui est exocrine. Et on a l'entérocyte qui fait tout le travail d'absorption. Et si on a un problème, et par la suite, tout ce qui a été absorbé va passer au niveau de la circulation sanguine et lymphatique. Maintenant, quand on réfléchit aux étiologies, il faut penser à la physiopathologie que je viens de vous décrire. Et donc, il faut penser aux causes pré-entérocytaires, c'est-à-dire un problème qui est pancréatique, un problème biliaire. Ce qui est entérocytaire, donc comme vous avez dit, une Mickey, une maladie cœliaque, une Mickey, pas n'importe quelle Mickey, surtout la maladie de Crohn, puisque la RCH, ça ne touche que le côlon et le rectum. Et donc, la maladie de Crohn, plus précisément, et une malabsorption post-entérocytaire, un problème lymphatique, un problème sanguin. Alors, quels sont les examens complémentaires à demander en fonction des étiologies que vous avez citées? On a évoqué certains diagnostics et donc il nous faudrait des examens paracliniques. Donc, nous avons une patiente qui a un syndrome anémique, qui a une diarrhée. Quels sont les examens paracliniques à demander en première intention? Donc, la lipasémie, CRP, NFS, sionogramme, NFS pour caractériser l'anémie, CRP, les sérologies VIH, ferritine, très bien. Alors, je passe. Donc, nous avons une hémoglobine à 7, VGM à 66, TCMH à 18, des globules blancs à 4500, des plaquettes à 165 000, un TP à 89%. Donc, il peut me dire quelles sont les anomalies retrouvées sur la NFS.
une anémie microcytaire. Donc, une anémie microcytaire qui est comment? Microcytaire, normochrome, hypochrome. Donc, c'est une anémie microcytaire hypochrome, très bien. Et donc, qu'est-ce que vous allez demander pour mieux investiguer sur cette anémie? 2 éléments. La ferritine, très bien, et CRP, très bien. Donc, nous avons une anémie hypochrome microcytaire avec, à la biochimie, ionogramme, il n'y a pas de trouble hydrolytique. Pourquoi? Parce qu'on a une diarrhée, donc il faut voir le retentissement hydroélectrolytique. La fonction rénale, donc ça, normalement, une diarrhée peut causer une insuffisance rénale fonctionnelle. Là, on a une fonction rénale qui est correcte. Urée à 0,2 et créatinine à 6,8. Pour vous rappeler des normes ديال l'urée, نعقلوا 0,15 double ديالها 0,15 0,30 donc 0,15 0,3. Donc l'urée elle est à 0,23 et créatinine à 6,8, ils sont normaux. La ferritine elle est à 5 et la CRP elle est à 2. Alors ce que vous retenez, est-ce que c'est une anémie hypochrome microcytaire par carence martiale ou là par une inflammation, par un syndrome inflammatoire? Donc, anémie ferriprive, donc c'est clair. Donc, les protéines totaux sont à 68, l'albumine est 41. Pourquoi je dis protéines totaux, albumine, vitamine B9, vitamine B12, casémie? Eh bien, parce que c'est aussi le bilan de malabsorption. Donc, je retourne à la question. Donc, on a dit quels sont les examens paracliniques à demander. On a bien l'anémie, on a bien dit l'ANFS, on a bien dit le retentissement, mais il faut aussi voir le syndrome de malabsorption biologique. Et donc, je demande aussi les vitamines, la vitamine D, le calcium, les folates, les vitamines B9, B12, l'albumine aussi. Et je n'oublie pas les EPS comme examen paraclinique à demander. Les EPS, mais pas la coproculture. La coproculture devant des diarrhées chroniques, je parle de diarrhée chronique. Coproculture, c'est pour l'immunodéprimé. Et les EPS, c'est pour l'immunodéprimé, l'immunocompétent. Donc, je demande des EPS sur 3 jours qui sont revenus négatifs. Alors, il faut demander aussi la TSH, quoique la TSH, ça ne fait pas partie du bilan de malabsorption, mais il faut la demander devant des diarrhées parce qu'on a l'hyperthyroïdie et on peut passer à côté. Et aussi, quand on a une diarrhée de malabsorption, on la demande à la recherche d'une autre maladie associée, une thyroïdite. D'accord? Donc, la TSH est revenue normale. Alors, pour ce qui est, vous avez déjà dit cœliaque et VIH, donc c'est des examens à demander en première intention. Les sérologies VIH étaient négatives et les anticorps antitransglutaminase n'étaient pas disponibles. Alors, je demande aussi une endoscopie. Vous êtes d'accord? Parce qu'on a une diarrhée de malabsorption, on a un syndrome anémique, et donc je demande aussi et la fibro et la coloscopie totale. D'accord, donc qu'est-ce que vous allez chercher? Vous avez demandé tout ce qui est endoscopique, mais qu'est-ce que vous allez chercher? Une atrophie. Une atrophie de quoi? Atrophie villositaire de quoi? Alors, vous avez la coloscopie et la fibroscopie. La fibroscopie, vous allez demander quoi? Donc, vous allez rechercher tout ce qui est ulcération, atrophie villositaire, la présence de sang, oui. Donc, je passe. Donc, voici les images d'une fibroscopie. Alors, c'est la fibroscopie qu'on a faite chez la malade. Et ça, c'est des images. Donc, vous avez 3 images. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une fibroscopie. Donc, la première image à gauche, là où on voit le tube d'endoscopie.
c'est une image en rétrovisant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va rentrer avec le fibroscope et on va voir l'estomac, tout ce qui est en haut, c'est-à-dire le fundus. Donc là, c'est une image du fundus. La première image, c'est l'image du fundus. Alors en bas, c'est l'antre. Donc là, c'est l'estomac. Donc on a les deux images qui sont à gauche. La première en haut, c'est le fundus. L'image qui est en bas, c'est l'antre. Et à votre droite, vous avez le duodénum. Alors, qu'est-ce qui vous apparaît normal? Qu'est-ce qui vous apparaît anormal? L'œsophage, je vous dis d'avance qu'il est normal. Donc, vous avez les trois images. Les deux à gauche, c'est l'estomac. Et le duodénum, il est à droite. Quelles sont les anomalies que vous pouvez voir à travers ces images? Tu peux me dire. Question pour un champion. On va attendre une fois la souris. Donc, je fous la souris. Donc là, c'est le fundus. Qu'est-ce qui est d'anormal? L'ulcération, vous la voyez où exactement? Alors, fundus. Fundus, vous voyez ici un peu de rouge. Ici, c'est rouge. Donc, ce qui est rouge, c'est-à-dire que c'est érythémateux. En mot scientifique, c'est une fundite érythémateuse. Donc, c'est le fundus et c'est une fundite érythémateuse qui est d'aspect endoscopique érythémateux. Elle est rouge, elle n'est pas normale. Regardez en bas, c'est l'antre. L'antre, il n'y a pas de rouge, donc c'est la muqueuse normale. Et donc, l'antre, il est normal. Donc, vous voyez le contraste entre ce qui est en haut, le fundus, et ce qui est en bas, l'antre. Donc, l'antre, il est normal. Par contre, au niveau du fundus, on a une fundite ici qui est érythémateuse. Passons à l'image qui est à droite. Donc, nous avons ici une image qui peut me dire du duodénum. Donc, c'est une image endoscopique du duodénum. Et qu'est-ce que vous allez remarquer? Est-ce que c'est un duodénum normal? Est-ce que c'est un duodénum qui est anormal? Donc, on a bien dit fundite érythémateuse. On a bien dit un antre qui est normal. L'œsophage, je vous en fais part, il est normal. Le duodénum, tuméfaction. Alors, je pense que maladie de Crohn, car on a une atteinte segmentaire de l'estomac et du duodénum. Mais déjà, le duodénum, je n'ai rien l'atteinte que vous voyez. Qu'est-ce qui est anormal? Alors, radiez comme un duodénum qui est normal et radiez comme un duodénum qui est anormal, vous allez voir la différence. Donc, je passe au compte rendu. Donc, la fibroscopie, œsophage d'aspect endoscopique normal. Estomac, donc on a le fundus qui est érythémateux, le bulbe qui est normal, le duodénum, il y a une raréfaction des plis duodénum. La coloscopie, elle est normale. Donc voilà un duodénum qui est normal. Vous voyez, il y a les plis duodénum, ce qui est à votre gauche. Là, c'est les plis duodénum. La différence entre ce qui est gauche et ce qui est droite. Quand vous avez les cours raréfaction des plis duodénum, il y a en endoscopie, comment vous la voyez. C'est parfaitement ça. Donc, normalement, parce qu'on trouve les plis, des plis qui sont clairs. Là, à droite, on n'a pas de plis. Elles sont absentes. Donc, ça, c'est la raréfaction. Il y a une tuméfaction qui sort, c'est la papille. Je vais vous la montrer de la souris. Elle dit la papille. Oui. D'accord. Donc, à gauche, je disais à gauche, c'est le duodénum normal. Vous avez les plis. Il y a la papille. C'est l'abouchement, la papille, où là, on voit la bile qui sort par la papille. Donc là, c'est la voie biliaire principale. C'est la voie biliaire principale qui va s'aboucher par la papille et qui va faire qu'il y aura un déversement de la bile à ce niveau-là.
C'est clair? Donc, la papille, la mâchire est la voie biliaire principale, mais aussi le B5. Donc, d'où, le sucre pancréatique, la bile qui va nous aider l'absorption. C'est clair d'avoir pas de l'image à la physiopathologie est plus ou moins claire. Et donc, là, à droite, c'est la raréfaction des pieds duodénaux. Okay. Je passe. Donc maintenant, la question c'est où est-ce que vous allez faire les biopsies? Est-ce que vous allez faire les biopsies? Comme هادشي كامل فين غادي يديروا les biopsies? Induce duodénum, donc duodénum et estomac. Moi, j'ajoute autre chose. Alors, il y a le duodénum. Je ne vous ai pas montré la partie qui était tout à fait normale, mais que j'ai cité la fibroscopie. Et indique au niveau de l'antre, au niveau du bulbe et au niveau du duodénum. Alors, l'anapathe, elle est en revenu en faveur de biopsie gastrique. Donc, au niveau fundus, on a une fundite qui est modérée. Donc, il y a l'inflammation du fundus. Il n'y a pas d'HP, il n'y a pas de dysplasie, il n'y a pas de métaplasie. Au niveau du bulbe et du duodénum, nous avons une atrophie duodénale, hyperplasie des cryptes, lymphocytose intraépithéliale. La coloscopie, je ne vous ai pas dit, la coloscopie était normale. Et les biopsies, il faut toujours faire des biopsies, même si la coloscopie est normale, surtout devant des diarrhées chroniques. Pourquoi? Parce qu'il y a des pathologies avec un aspect endoscopique, en coloscopie qui est normal, mais ça n'a pas que vous allez trouver des choses, notamment c'est quelle pathologie? C'est la colite microscopique. Donc c'est un peu spécialisé, c'est la colite microscopique. La colite microscopique, qu'est-ce qu'on indique? L'aspect endoscopique normal, mais c'est la microscopie, comme son nom l'indique, qu'il y a des anomalies et qui donne aussi des diarrhées. Donc, ça nous évoque une maladie, la maladie cœliaque. Donc, c'est bien évident, c'est la maladie cœliaque. Alors, toujours rechercher les maladies auto-immunes associées. D'accord? Pourquoi? Parce que les symptômes digestifs ne sont révélateurs que dans 30% des cas. On a des symptômes digestifs qui nous ont fait évoquer la maladie cœliaque, mais les autres spécialités aussi sont concernées par la maladie cœliaque. Les dentistes aussi. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir problèmes de mailles dentaires, on peut avoir des problèmes dermatologiques, des problèmes neurologiques qui sont révélateurs de la maladie cœliaque. Donc, quelle est la prise en charge? Donc, je suis passée directement. Vous connaissez tous pour la maladie cœliaque, c'est le régime sans gluten. Mais chez cette femme, il ne faut pas oublier la transfusion. Donc, la transfusion, parce que c'est une anémie qui est mal tolérée, et les tachycardes, c'est une anémie mal tolérée. Et on a la perfusion de fer aussi, parce que c'est une anémie qui est ferriprive. Le régime sans gluten et la supplémentation vitaminique, vitamine D, tout ce qui est vitaminique, on fait une supplémentation. Et toujours une éducation nutritionnelle de la malade. Donc là, je vous pose la question, quelles sont les complications de la maladie cœliaque au long cours les plus redoutables? C'est une question qui m'a été posée comme déjà des étudiants, comme la question elle m'a été posée dans les cliniques de 7e année. J'ai tenu une observation d'une maladie cœliaque et on m'a posé la question, les complications de la maladie cœliaque au long cours. Très bien, là, déjà, ils ont répondu. Donc, c'est le lymphome intestinal, surtout le lymphome intestinal. Et à toi de penser. Donc, la maladie cœliaque, vous voyez là, la présentation, c'est clair, d'accord. Je passe rapidement.
Donc, c'est une entéropathie auto-immune qui est secondaire à l'ingestion de gluten. Donc, le gluten, une fois qu'il les intestins, les anticorps qui attaquent avec lui les cellules entérocytaires. Donc, elle est caractérisée par une atrophie vélocitaire. Donc, il y a une prédisposition génétique. Donc, on va voir pourquoi la prédisposition génétique est importante. Et le traitement de référence est le régime sans gluten. Alors, surtout prédominance féminine. Les femmes sont plus atteintes que les hommes. Et donc, la physiopathe, donc ce que j'ai dit déjà, le rôle du gluten. Donc, on a la prédisposition génétique et on a la réponse immunitaire. Donc, il y a des gens qui sont génétiquement, ils ont les anticorps qui vont attaquer la gliadine une fois qu'elle pénètre au niveau du corps. Alors, l'allaitement, il y a des études qui disent que l'allaitement maternel, il a un effet protecteur contre la maladie cœliaque. Et donc, on va passer au diagnostic positif. Donc, la diagnostic positif, donc la clinique, on a إذا جاتكم راه كتقول لكم أنا je suis maladie cœliaque. إذا جاتكم une diarrhée, douleur abdominale, malabsorption, pensez en premier à la maladie cœliaque, surtout devant des diarrhées qui sont stéatoriques. حتى famille qui مثلا la maladie de Crohn, elle donne donc la maladie de Crohn, elle donne des diarrhées qui sont glaireuses sanglantes. Donc là, oui, de malabsorption, كتلقى la glaire, كتلقى هذا. Là, la maladie cœliaque, il a sur la diarrhée stéatorique, pensez en premier à la maladie cœliaque, mais le problème, à la machine, on a des symptômes digestifs, parce que comme je vous ai dit, ce n'est que 30% des symptômes, des signes révélateurs. Nous avons les signes extradigestifs. Une asthénie, un syndrome anémique. D'accord? Chez un patient qui vient pour syndrome anémique seul, chez une femme, gynécologique, vous avez éliminé, il n'y a pas de cause gynécologique. Vous avez lancé la CRP ferritine, vous avez trouvé que c'est une anémie qui est ferriprive, maintenant. Vous pensez automatiquement en premier à une maladie cœliaque. Ça augmente, l'incidence augmente de plus en plus, et donc, en tête, un syndrome anémique, maladie cœliaque, donc parmi les diagnostics à évoquer. Là, on a reçu le service, une malade, jeune, avec un syndrome anémique, pas de diarrhée. Et c'était une maladie cœliaque. Donc, nous avons les signes ostéo-articulaires, donc nous avons l'atteinte périphérique, douleur musculaire, les signes cutanéo-muqueux. Je vous dis que les signes cutanéo-muqueux, qui est la maladie cutanée qui est évocatrice de la maladie cœliaque, c'est la dermatite herpétiforme. La dermatite herpétiforme, c'est très spécifique. Pensez à la maladie cœliaque, de demander des sérologies. Les signes gynéco-obstétricaux, donc on peut avoir une aménorrhée. Les signes neuropsychiques, il y a une ataxie, donc les neuropathies périphériques, il y a le syndrome cérébelleux. Et ayez en tête que le régime sans gluten, les malades évoluent parfaitement. Donc, l'ataxie, tout ce qui est gynécologique, tout ce qui est cutané. Donc, le régime sans gluten, d'où l'intérêt d'une bonne éducation de la malade. Un retard staturopondéral et un œdème des membres inférieurs lié à la malabsorption, à l'hypoalbuminémie et l'hypoprotitémie. Donc, la paraclinique, nous avons les sérologies anti-gliadine, mais non, ils sont abandonnés, ils ne sont plus demandés. Qu'est-ce qui sont demandés? En premier lieu, c'est les anticorps antitransglutaminases tissulaires. C'est eux qui sont demandés en premier lieu. Donc, avec une sensibilité et spécificité de 95%. Les anticorps anti-endomysium, la sensibilité est faible par rapport aux anticorps antitransglutaminases, mais la spécificité est de 95 à 100%. Mais ils sont très chers, donc ils ne sont pas demandés.
en premier lieu. Nous avons, ça c'est plus spécifique, et retenez le taux des IgA totaux. Pourquoi le taux des IgA totaux? Eh bien parce que, qu'est-ce qu'on va demander sur la sérologie en premier lieu? Donc on va demander des anticorps antitransglutaminase, mais quel type? Type 1. Alors, les anticorps antitransglutaminase type 1. Et donc, je demande les IgA totaux. Pourquoi? Avec les anticorps, parce qu'on peut avoir un malade qui a un déficit en immunoglobuline A, en IgA. Il a un déficit en IgA. Et quand il a un déficit, un malade qui aura une maladie cœliaque avec un déficit en IgA, il a un taux d'anticorps antitransglutaminase qui est normal. Et vous allez dire, ben c'est normal, c'est pas une maladie cœliaque. Et ben non, parce que il a un déficit. Donc, les IgA sont normaux pour voir les sérologies, pour pouvoir interpréter les sérologies. C'est clair, Yak? Le taux d'IgA totaux. Parce que, donc je reprends rapidement. Il y a le taux des anticorps talin, puisque les IgA totaux donc on aura les sérologies anticorps antitransglutaminase IgA qui est normale. Alors l'endoscopie, oui, endoscopie avec réalisation de biopsie, 4 au niveau duodénal, une biopsie au moins au niveau bulbaire, H au niveau bulbaire, parce qu'on peut avoir une maladie cœliaque qui est localisée juste au niveau bulbaire, parce que le bulbe, ça fait partie du duodénum, c'est le D1. Et donc, qu'il y a des maladies cœliaques, qui sont localisées dans le bulbe, et même quand il y a des biopsies bulbaires, vous pouvez passer à côté. Donc, toujours faire des biopsies aussi duodénales et des biopsies bulbaires. Donc, on a vu l'atrophie villositaire, on a vu la raréfaction des plis, on peut avoir des fissures, on peut avoir un aspect en mosaïque, donc l'aspect normal du duodénum. Donc, c'est bon, je sais. Déjà, vous les trouvez, la deuxième image, ça colle à la duodénum, les plis. Donc, elles sont bien plissées, le duodénum qui est bien plissé. Là, on a des images de la maladie cœliaque. Donc, A, c'est l'aspect en mosaïque, c'est le festonnage. Donc, quand je fais les plis qui sont festonnés. B, mosaïque, quand je fais la muqueuse, elle fait la mosaïque, elle fait des petits losanges. Alors, C, c'est micronodulaire. Si je vous zoome, elle a des petits nodules, et D, c'est la raréfaction des plis, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. La videocapsule, donc c'est elle a l'intérêt que pour les maladies cœliaques qui sont résistantes au régime sans gluten ou qui sont compliquées. Par exemple, compliquées de l'enfant pour mieux voir. L'entéroscopie, donc aussi pour les maladies cœliaques qui sont résistantes au régime et qui sont compliquées. Le diagnostic positif, donc toujours, c'est l'anapate. L'anapate, c'est la pierre angulaire. Donc, nous avons l'atrophie villositaire, l'hyperplasie des cryptes et l'augmentation du nombre de lymphocytes. Normalement, si vous avez plus de 25 lymphocytes, eh ben, c'est une hyperlymphocytose intraépithéliale. Nous avons d'autres signes, notamment l'augmentation de la densité cellulaire du chorion, l'altération de l'épithélium, l'épaississement de la membrane basale, mais elles ne sont pas spécifiques. Surtout, l'atrophie villositaire, l'hyperplasie des cryptes et la lymphocytose intraépithéliale, trois éléments qui sont très importants et qui sont très évocateurs d'une maladie cœliaque. Alors, la classification, c'est la classification de Marsh. Alors, la classification de Marsh. Alors, la classification de Marsh, c'est une classification pour voir l'évolution du malade. فيها l'atrophie et فيها l'hyperlymphocytose. شحال ما كان le grade طالع شحال ما كانت une maladie cœliaque très sévère. Alors, le typage HLA, DQ2, DQ8, c'est pour les patients, c'est génétique. Et on l'utilise surtout pour les malades qui ont des apparentés atteints de maladie cœliaque. On avait bien dit qu'il y a une prédisposition génétique. Et là, c'est l'intérêt le typage. C'est pour un enfant chez qui on a suspecté une maladie cœliaque
et on lui demande le typage HLA DQ2, DQ8 pour être sûr qu'il est atteint ou pas. Donc, toujours le bilan de malabsorption, c'est parmi les bilans à demander le diagnostic positif et pour voir le retentissement, au fait, c'est plus le retentissement. Aussi, l'ostéodensitométrie, c'est pour le retentissement. Pourquoi? Parce que les malades cœliaques, c'est quand ils ont un défaut d'absorption de la vitamine D. Et donc, c'est quand ils ont une ostéoporose, parce qu'ils ont une ostéopénie. Et d'où l'intérêt de la supplémentation vitaminique. Alors, Hada, c'est un algorithme qui est un peu spécialisé, mais il n'est pas difficile. Alors, je vais vous l'expliquer rapidement. Donc, on demande, c'est les anticorps antitransglutaminase IgA. C'est ce qu'on demande en premier. Les IgA, antitransglutaminase IgA et associer les IgA totaux. On a bien expliqué pourquoi. Parce que dès qu'on a les IgA totaux naqsin, automatiquement, ça a des anticorps à les naqs. Et donc, on fait une cœliaque pose avec un taux élevé, là, il vous dit la normale. Alors, on a le cas de figure où on n'a pas de déficit en IgA. Donc, là, on est là. S'ils sont positifs, il faut faire les biopsies duodénales. S'ils sont négatifs, donc on a les anticorps antitransglutaminase négatifs. Est-ce que la cœliaque est éliminée? Non, elle n'est pas éliminée. On demande des autres, c'est l'intérêt des autres anticorps, notamment l'anticorps anti-endomésium, IgG. S'ils sont positifs, donc une maladie cœliaque est suspectée, on fait des biopsies duodénales. S'ils sont négatifs, voilà. S'ils sont négatifs, on ne fait des biopsies que si on a un haut risque de suspicion de cœliaque. Alors, si on a un déficit en IgA totaux, alors à ce moment-là, on ne peut pas interpréter le taux d'anticorps antitransglutaminase IgA. Donc, on passe au taux d'anticorps antitransglutaminase IgG. D'accord? Quand on IgG. Il a canaux positifs, on fait des biopsies duodénaux. Il a canaux négatifs, quand on dose les anticorps anti-endomésium. S'ils sont négatifs, ça a la même chose, on ne fait de biopsie que si on a un haut risque. Donc, c'est clair. J'espère que c'est clair jusque-là. Alors, le risque, pour sage, le risque est modéré. Et donc, les biopsies duodénales, si uniquement sérologie positive. Donc, quand on a un risque modéré, on ne fait des biopsies que si les sérologies sont positives. Ça, c'est clair. Maintenant, vous avez suspecté un patient qui a un syndrome du côlon irritable. Mais avant, il faut faire une sérologie. Regardez comme la sérologie positive. Oui, vous faites des biopsies duodénales. Donc, on va dire que la fibroscopie. Le risque modéré, le haut risque. On trouve le haut risque. Le haut risque, c'est une diarrhée chronique. On fait systématiquement des biopsies, même si la sérologie est négative. Une maladie cœliaque, avec les anticorps antitransglutaminase et tout le panel sérologique est négatif, on peut l'avoir. C'est ce qu'on appelle une maladie cœliaque séronégative. Donc là, c'est l'intérêt des biopsies et de l'aspect endoscopique. Une diarrhée avec des signes de malabsorption, pensez à la maladie cœliaque. Une anémie fériprive, ce que je vous ai dit, sans autre cause. Vous avez éliminé tout ce qui est gynécologique chez la femme, vous n'avez rien trouvé, pensez à la maladie cœliaque. Symptômes gastro-intestinaux avec histoire familiale de la maladie cœliaque. Là, je vais demander aussi le HLA, le typage, ce qu'on a parlé tout à l'heure, le typage HLA DQ2. Pourquoi? Parce qu'on avait dit, les patients atteints de maladie cœliaque qui sont porteurs, c'est l'intérêt dialogue parce que c'est génétique. Symptômes gastro-intestinaux avec une autre maladie auto-immune, un déficit en IgA. Donc, mais ça ne reste un déficit, il faut faire des biopsies. L'altération de la croissance, c'est la dermatite herpétiforme dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je viens de citer la dermatite herpétiforme. C'est un signe spécifique de la maladie cœliaque. Atrophie vélocitaire à la vidéocapsule et une iliocolostomie à haut débit. Les formes cliniques atypiques. Donc, nous avons une maladie de cœliaque atypique. On n'a pas de signe de malabsorption. Une constipation. Hein? 2 minutes, d'accord. Alors, je vais passer rapidement, d'accord. Je pense que je pourrais terminer. Vous voulez qu'il me raconte le temps pour les questions, je pense. Mais
Les formes cliniques, je passe. Il y a des formes asymptomatiques, ce qui est important. On a aussi les formes qui sont liées aux pathologies, notamment auto-immunes, diabète type 1, la thyroïdite auto-immune, Hashimoto, la dermatite herpétiforme. Les autres maladies comme l'E. On peut avoir association cœliaque et Mickey. Et là, nous avons tous les diagnostics différentiels, les autres causes qu'on a déjà citées. Là, c'est les principaux diagnostics d'atrophie villositaire. On peut avoir le VIH, on peut avoir une atrophie villositaire. On peut trouver aussi la maladie de Crohn. Donc, d'où l'intérêt de chauffer l'hyperlymphocytose et les complications. On a bien dit que le lymphome et l'adénocarcinome. Donc, c'est des images de lymphome. Je trouve le B, comment c'est ulcéré. Donc, ça, c'est des images. A, c'est un aspect de la muqueuse duodénale normale. C'est un aspect qui est ulcéré, bourgeonnant, un lymphome. Donc, nous donc, voilà. Et le traitement, donc c'est surtout le régime sans gluten. Le gluten. Donc, avec une correction des déficits, comme on a bien dit, et une éducation thérapeutique. Donc, il faut toujours éduquer le malade. Le rôle de le nutritionniste est très important. Les maladies, il y a un hyposplénisme de l'intérêt des vaccinations et on a des perspectives, des études qui sont faites pour la maladie cœliaque. Donc, voilà.